Merci au SURM, merci au titulaire de chaire Jean-François et Messey de me permettre de parler, de faire un exposé donc sur une thématique que je partage avec Messey. Ce cours, c'est à deux voix. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de beaucoup développer. Donc, je vais introduire donc, et mettre en place les concepts. Mercredi, un collègue Or Lendesberg de Jérusalem, il parlera en ligne. Donc, il va faire une séance, donc un cours. Et le reste maintenant du cours seront des TD. Et les TD, c'est Abdouaziz Diop qui va faire le TD et Abdoukarim Sané, qui n'est pas encore là. Donc, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à mettre en place, donc, comme je l'ai dit, les concepts. Qu'est-ce que nous entendons par flot horocyclique? Et avant ça, qu'est-ce que c'est qu'un groupe géométriquement infini? Nous allons essayer le maximum possible de faire en sorte que lorsque ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une surface géométriquement infinie, lorsqu'ils sortiront de cette salle-là, sauront ce que c'est qu'une surface géométriquement infinie. Et nous allons faire le focus sur comment faire la construction, comment présenter des surfaces hyperboliques géométriquement infinies, des constructions. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, j'ai mis un beamer. Donc, pour ne pas perdre beaucoup de temps, parce qu'il y a un certain nombre de concepts qu'il faut définir. Et donc, comme je disais, l'objectif de cette science-là et des sciences qui vont venir, c'est de comprendre ce que c'est qu'une surface géométriquement infinie, mais surface de type infini, surface géométriquement infinie, c'est quoi? Et deuxièmement, c'est de définir ce que c'est qu'un flot horocyclique et de pouvoir parler maintenant des propriétés topologiques des orbites du flot horocyclique. Nous aurions aimé parler de l'ergodicité, mais malheureusement, nous n'aurons pas de temps pour parler vraiment de l'ergodicité du flot horocyclique. C'est une partie que Or Lendesberg devait traiter, mais certainement, il n'aura pas le temps. Tout à l'heure, j'ai discuté avec Valdez. Peut-être qu'il pourra introduire un certain nombre de mesures. Alors, donc, le plan... une moitié donc, de la deuxième partie donc, de la session 2 et la session 3 sera traitée donc, le vendredi. Je le traiterai le vendredi. Donc aujourd'hui, je vais me focaliser sur la partie 1 et introduire ce que c'est que le flot horocyclique, définir le flot horocyclique de manière géométrique et de donner quelques points de vue du flot horocyclique, d'autres points de vue du flot horocyclique. Alors, pour fixer les idées, ça c'est un rappel pour que nous soyons tous d'accord, ce que c'est qu'une surface topologiquement, que c'est qu'une surface. Donc ça c'est la définition d'une surface, d'une surface topologique. Donc une surface topologique, c'est une variété différenciable, une variété topologique, qui est modélée sur R2. Donc une surface est dite orientable si donc, cette surface-là, il contient donc une partie qui est homomorphe comment on l'appelle, au ruban de Mobius. Une surface fermée, c'est une surface compacte. C'est une surface compacte, comme je l'ai défini, qui est modelée donc sur le disque. Le disque, je dis le disque ou R2 parfois. Alors, je suis en train de retourner.
Alors ça, c'est le point de vue différenciable pour ceux qui font la géométrie différenciable. Ça, c'est de la topologie tout court, ici. Là, c'est du point de vue différenciable. Qu'est-ce que c'est qu'une variété donc différenciable? C'est des rappels simplement. J'espère que tout le monde, nous tous, nous connaissons ce que c'est qu'une variété différenciable. Donc, une surface est une variété différenciable, comme je disais tout à l'heure, de dimension 2. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une surface à bord? Donc, au lieu de modeler donc, sur R2, je modèle sur ce que j'appelle As+. As+, c'est le demi-plan supérieur union la droite réelle. C'est ça le demi-plan supérieur, l'espace de modèle sur lequel on modèle notre variété. C'est As+, pour avoir donc le bord. Ça, c'est la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un bord? Alors, j'ai défini aussi qu'est-ce que c'est que le bord d'une surface donnée. Ça, c'est la définition d'une surface donnée. Donc là, s'il n'y a pas de questions, je peux aller rapidement et alors définir ce que c'est que maintenant le genre d'une surface. Donc, le genre d'une surface, ce qu'il faut faire attention parce qu'en fait, souvent, quelqu'un peut me dire que la surface, le genre, c'est le nombre de trous qu'on trouve sur la surface. Ce n'est pas forcément le cas. Oui, si la surface est sans bord, le genre, c'est le nombre de trous qu'on trouve sur la surface. Mais si la surface est à bord, il faut faire gaffe. Alors, ça, c'est des exemples. Donc, le premier exemple donc, que je donne, c'est Khadim en a parlé ce matin. Donc, si on a donc, la sphère, c'est une surface sans bord, plutôt, c'est une surface sans bord de genre 1, de genre G est égal à 0. Si je prends maintenant le tore, c'est une surface sans bord de genre G est égal à 1. Et donc, si maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un pantalon? Un pantalon du point de vue donc, topologique, je peux dire c'est simplement ça. Donc on a la sphère et ensuite on enlève donc trois trous. Ces trous-là peuvent être donc des disques complètement ou bien des points qui sont déplacés. Ce sont les 3 trous ici. Il y a ça et ça. Alors, c'est une surface sur bord. Si vous voulez ce que vous dites, vous regardez toujours en dimension, comment on l'appelle, en dimension 3. C'est pourquoi peut-être que vous ne voyez pas. Ce sont les 3 trous que je considère. Donc, Alors, c'est bon. Alors, le plan complexe, si je prends le plan et j'enlève aussi un nombre dénombrable ou bien un nombre dénombrable de points, j'obtiens donc c'est également une surface du point de vue topologique. Bon, c'est pareil aussi si je prenais donc comment on l'appelle encore, ce qu'on appelle le cylindre infini. Ce que j'appelle le cylindre infini, c'est S1, 3, 0 infini. Et maintenant, j'enlève, donc, comment on l'appelle encore, j'enlève 1 sur n. Donc, si je fais ça, n qui est dans n étoile, alors c'est ça que j'appelle, donc, un tore topologique. C'est ça que j'appelle tore topologique. Pas tore topologique, flux topologique plutôt. Excusez-moi. Alors, c'est comme si je fais ça, flux dans le sens, j'ai comment on l'appelle encore, un cylindre. Ensuite, j'enlève des points comme ça. Alors, ici, il y a un... Et de manière infinie, donc ça, j'obtiens donc ce qu'on appelle une flûte topologique. C'est ça que j'appelle donc que nous appelons une flûte topologique. Donc ça, ce sont des exemples donc de surface topologique. Donc là, je ne mets pas de métrique pour le moment riemannienne, mais La flûte là, il a un bord. oui.
Ça, c'est un bord. Oui, c'est densification de... Oui, les trous que j'enlève, donc ils vont s'accumuler. Ils vont s'accumuler. Oui. Pourquoi ce ne sont pas, c'est pas au plan privé des aides? Vous avez ici un... Hein? Il y a du H1 là. Ah, mais dans l'autre aussi, d'accord. Ok. Oui. Oui, c'est pareil. Alors, oui. Alors, donc maintenant, qu'est-ce que j'appelle donc une décomposition en pantalon, mais une décomposition topologique aussi. C'est ça qu'on appelle, donc si on parvient à avoir donc une famille de courbes qui sont comme ça, des courbes qui sont simples, telles que si j'enlève donc, c'est le cas ici, donc de ce tore simple-là, tel que j'enlève donc cette famille-là sur la surface donc topologique, j'obtiens donc des pantalons qui sont sans bord, des pantalons qui sont sans bord. Alors, donc, il est possible aussi que quand on... Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de bord, donc tout à l'heure, Bakary me demandait qu'est-ce que c'est qu'un bord. Par exemple, si je me retrouve dans cette situation-là, donc ça, c'est un bord. Donc, la voisinage tubulaire que je parle, c'est ça que j'appelle voisinage tubulaire donc du bord. Alors, donc, toute surface topologique, on peut admettre une décomposition en pantalon topologique. Toute surface topologique admet une décomposition en pantalon topologique. Il faut retenir ça parce que ça ne sera pas toujours le cas dans les surfaces que je vais considérer. Alors, une surface donc de type infini, c'est une surface dont le groupe fondamental est donc a un nombre de générateurs qui est fini. Et donc une surface de type infini, c'est une surface dont le groupe fondamental admet un système de générateurs donc infini. Donc c'est le contraire, c'est ça, donc une surface de type fini et une surface de type fini et une surface de type infini. Alors, donc ça c'était pour rappeler simplement, dans un premier temps, que c'est qu'une surface topologique. Maintenant, je vais passer à l'objet qui nous intéresse, c'est que c'est qu'une surface hyperbolique. Donc, une surface hyperbolique, pour définir maintenant une surface hyperbolique, donc je vais considérer donc le demi-plan de Poincaré. Le demi-plan de Poincaré muni de la métrique riemannienne que vous voyez, la métrique dz sur m de z. Il y a des carrés qui manquent. Il y a des carrés qui manquent. Soit je fais comme ça, ds, je n'ai pas fait attention, ds c'est égal à dz sur m de z. Donc, je considère donc le demi-plan supérieur, m de z qui est supérieur à 0, et ça, muni de cette métrique-là, on l'appelle, donc cette partie-là, munie de cette, on l'appelle donc demi-plan de Poincaré. Et le disque de Poincaré, c'est D muni de la métrique que j'ai donnée, c'est 4Z aussi. C'est cette métrique-là ici. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Oui, il manque un carré, c'est ça. C'est ça la métrique. Donc il me manque les carrés. J'ai sauté les carrés. Pour les deux métriques, il y a des carrés. C'est des Z au carré. C'est 4 DZ au carré, là-bas aussi ZZ au carré.
là où j'ai oublié. Ou le carré? Dans le DS, vous avez DZ sur I de Z, c'est I de Z au carré, non? C'est comme ça. J'ai écrit DS. C'est pas DS au carré, c'est comme ça. Hein? C'est bon. Alors, donc les deux modèles, c'est deux modèles qui sont liés par cette isométrie-là, que l'on appelle l'isométrie de Cayley, qui permet donc d'envoyer, par exemple, 0 va être envoyé sur moins I. Donc, si on a donc, le disque de points carrés comme ça, donc ces points-là, donc il y a le 0 qui va être envoyé sur... donc, je pars donc de H sur Z plutôt. Donc, j'ai ici, donc je pars comme ça. Donc, c'est 0 et infini. Donc, on voit que infini, il est envoyé sur I. C'est infini donc qui est envoyé sur I. Et le 0, il est envoyé sur moins I. Et si on prend moins 1 et 1, si on prend moins 1 et 1, donc si on fait 1, vous voyez donc qu'on trouve que 1. Donc on est là. Et moins 1, il est envoyé ici. Donc, c'est ça. Alors pourquoi ces deux modèles-là? Parce qu'il existe d'autres modèles, le plan hyperbolique admet d'autres modèles. Mais pourquoi ces deux modèles-là? Parce que c'est ces deux modèles-là qui nous permettent donc de faire, en fait, non seulement de conserver les angles euclidiens, mais deuxièmement aussi de faire des raisonnements qui se basent simplement sur des dessins. Donc on fait la plupart du temps des dessins qui nous qui rendent compte de la réalité que nous voulons montrer. Alors, la longueur hyperbolique, donc la longueur d'une courbe se définit comme ça. Et la distance que je vais mettre sur H, sur le demi-plan de point carré, donc quand je parle de H maintenant, c'est muni de la métrique, c'est défini ainsi, c'est l'inf de toutes les longueurs hyperboliques donc, que je définis. Et l'angle, il est défini comme ça, le cosinus d'un angle, il est défini comme ça, cosinus de θ. Alors les normes qui sont en bas, c'est des normes qui sont euclidiennes. Qu'est-ce que c'est que maintenant une géodésique? Dans nos sessions, nous allons parler plus de rayons géodésiques que de géodésiques. Nous allons nous intéresser aux rayons géodésiques. Ce que c'est qu'une rayon géodésique, je le définis comme ça. Une géodésique complète est définie aussi en allant donc de R vers H. Et les extrémités qui sont fondamentales dans ce que nous allons faire pour une géodésique donnée, c'est alpha plus l'infini et alpha moins l'infini. Alors, ce qu'on montre, c'est que sur H, les géodésiques sont de cette forme-là. Les géodésiques sur H, ce sont des demi-droites verticales ou des demi-cercles qui sont centrés sur l'axe réel. C'est ça les géodésiques de H. Donc sur H, une géodésique est soit de cette forme-là, perpendiculaire donc, qui est donc centrée sur l'axe réel, ou bien c'est une demi-droite verticale. Sur les géodésiques, c'est soit un diamètre ou bien un demi-cercle aussi qui est orthogonal au bord S1. Ce sont les premières courbes de courbure constante de courbure géodésique constante, donc pour H. L'objet du cours va s'intéresser sur comment on l'appelle encore, d'autres courbes de courbure constante. La distance, donc, qu'est-ce que c'est qu'une isométrie sur H? Voilà la définition d'une isométrie. Et nous allons nous intéresser aux isométries positives. On pourrait rester sur les isométries d'une manière générale, mais nous allons nous intéresser aux isométries positives parce que nous allons considérer des surfaces hyperboliques orientables.
Alors ça, ce sont des exemples donc d'isométrie du plan hyperbolique. Alors parmi ces isométries-là, il y en a deux, le 3 et le 4, qui ne sont pas des isométries pour la géométrie euclidienne. Parce que la géométrie euclidienne, la dilatation, ce n'est pas, donc l'homothétie, ce qu'on appelle l'homothétie, ce n'est pas une isométrie en euclidien. Donc déjà, une différence avec le cas euclidien. L'ensemble des isométries donc s'écrivent comme ça. L'ensemble des isométries positives s'écrivent sous forme de AZ plus B sur CZ plus D. Naturellement, on voit que donc isome H+, il est isomorphe à PCl de R. Donc dans la suite, on parlera donc de isome H+ ou de PCl2 de R. Alors, l'ensemble des isométries positives, on les classifie en trois catégories, suivant le nombre de points fixes sur H union le bord. Donc souvent, je parle de H union le bord. Tous, je l'ai écrit sur H même si, quelquefois, je peux décider sur D union S1. Donc, s'il y en a deux points fixes exactement, l'isométrie est appelée hyperbolique. S'il y en a un point fixe simplement, l'isométrie est appelée parabolique. Et s'il y en a un point fixe à l'intérieur, donc qui est dans H, l'isométrie est appelée elliptique. Dans la suite même, on va faire tout pour éliminer donc, les isométries elliptiques qui vous donneront des singularités. Ça, c'est une distance qui est, je pense très bien, qui est dans le TD, qu'on peut, à partir de la formule, on peut retrouver ces formules de distance-là. Alors, ce qui est important, comme je disais tout à l'heure, on montre très bien qu'un cercle hyperbolique, un cercle, comme l'ensemble des points qui sont à une distance constante d'un point, la distance hyperbolique, si je prends la hyperbolique, ces cercles hyperboliques-là sont exactement des cercles euclidiens. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas de problème par rapport à la topologie. Donc, la topologie qu'on avait héritée, parce que là-bas, qu'on avait hérité qui vient de R2, cette topologie-là coïncide exactement avec la topologie qui vient de la distance qu'on vient de définir. Alors, là, je vais définir, comme je vais définir les objets maintenant, un objet qui est capital dans ce que nous allons faire, la notion donc de polygone. Mais avant de passer à la notion de polygone, je vais faire une remarque. La remarque, quelque chose qui différencie la géométrie euclidienne à la géométrie hyperbolique, c'est que pour la géométrie euclidienne, quand je demande la position relative de deux droites ne peuvent être que parallèles ou séquentes. Il n'y a que ces deux possibilités-là. Quand on prend maintenant la géométrie hyperbolique, il y en a une troisième possibilité. Parce que deux droites, ce que j'appelle droites, les géodésiques, ils peuvent être de cette forme-là, ou bien ils sont de cette forme-là. Donc je fais la différence ici. Ou bien, carrément, ces deux droites-là sont séquentes. Donc deux droites peuvent être séquentes. Ils peuvent être parallèles, parce que là, les deux-là ne se touchent pas, sont parallèles. Là aussi, c'est parallèle. Mais là, on parle là d'ultra-parallèle. Les droites sont ultra-parallèles. Tandis que là, ce n'est pas ultra-parallèle. Il y a une tangence, il y a un point de tangence ici. Donc, il y a ces deux possibilités. Ces deux cas-là, dans le cas euclidien, dans le cas hyperbolique, vont donner des situations qui sont un peu différentes par rapport au polygone hyperbolique. Si les deux sont confondus dans Rn et dans euclidien. Si les deux sont confondus dans euclidien. Dans euclidien, comment confondus? Vous voulez dire les demi-droites? Les deux droites peuvent être confondues.
Ah non, j'explique ça c'est la même droite. Je dis deux droites distinctes. Quand je dis la comparaison, c'est deux droites distinctes. Oui. Oui, deux droites distinctes. Je prends deux objets, deux droites distinctes. Comment peuvent être, quelle est la position relative de deux droites distinctes? La position relative de deux droites distinctes. Deux droites distinctes en euclidien, ils ne peuvent qu'être parallèles ou bien séquentes. Tandis qu'en hyperbolique, il y a une troisième possibilité qu'on a. C'est ce que je veux dire. C'est bon. Mais la troisième, on ne la voit pas. Non, on est sur le demi-plan de point carré. Donc le demi-plan, c'est tout ça. Donc là aussi, c'est tout ça. Ça, c'est une droite, ça, c'est une droite. On a ce premier cas-là. Parallèles, deux droites sont parallèles quand ces deux droites-là ne se touchent pas. Deux droites sont parallèles quand les deux droites ne se touchent pas. Non, deux droites distinctes. Ahmed, je parle de deux droites distinctes. Si je prends deux droites distinctes, ces deux droites-là, en fait, quand ça c'est un premier cas, ça c'est un deuxième cas. Nous sommes d'accord. Et ça c'est le troisième cas. Il faut comprendre que ça c'est l'horizon. On n'arrive jamais à cette droite-là. Cette droite-là c'est l'horizon. Donc on n'arrive jamais. Donc ce point-là, vous ne pouvez jamais l'atteindre. Vous ne pouvez même jamais l'atteindre. Les formules de distance là même que j'ai données vous montrent que quand vous s'approchez de cette y égale à 0, ça explose. Oui. Alors, donc qu'est-ce que c'est que maintenant un polygone? Un polygone, d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'une demi-droite, un demi-plan. Un demi-plan se définit de la même manière qu'en euclidien. Un demi-plan, on considère une droite. Quand on trace une droite sur le plan hyperbolique, il y a deux composantes connexes. Et chaque composante connexe est un demi-plan. Donc si je trace une droite comme ça, ça c'est un demi-plan et ça c'est un demi-plan. Alors, un polygone, c'est l'intersection d'un nombre dénombrable de demi-plans. Et la remarque aussi que je peux faire, après, c'est quoi? C'est qu'en euclidien, le nombre de côtés d'un polygone est égal au nombre de sommets. Ce n'est pas le cas en hyperbolique. Le nombre de côtés, c'est pourquoi je définis un polygone par rapport en euclidien, le nombre de côtés est égal au nombre de sommets. Donc, si vous avez un triangle comme ça, un triangle, c'est soit on le définit comme étant comment on l'appelle encore, cette figure-là qui a trois côtés ou trois sommets. Tandis qu'en euclidien maintenant, en hyperbolique plutôt, ce qu'on appelle comment on l'appelle encore, un polygone, ça, si je fais comme ça, et ça me donne un polygone. C'est-à-dire que si je prends ce demi-plan-là, ou bien si je prends cette partie-là, toute cette partie-là, ça c'est un polygone. Toute cette partie-là, c'est un polygone. Donc vous voyez que ce polygone-là, il a combien de côtés? Ce polygone-là a trois côtés. Ce polygone, ça c'est un côté. Excusez-moi, ça c'est un côté. Ça c'est un côté, c'est le premier côté. Et ça c'est un côté. Et ça c'est un côté. Nous sommes d'accord. En fait, en termes de sommets qui sont à l'intérieur, il n'y a que ça. Donc, en hyperbolique, le nombre de côtés n'est pas égal au nombre de sommets. Et ces polygones-là sont fondamentaux pour
ce que nous allons faire, parce que les groupes que nous allons construire ou les surfaces que nous allons construire, nous allons les construire à partir des polygones. Je reviendrai donc sur les polygones. Donc, comme ça, c'est le commentaire. Donc, un polygone peut être d'aire infini. Donc, alors, donc là, on peut avoir donc un polygone, comme je l'ai dessiné, où les extrémités sont sur le bord à l'infini. Est-ce que c'est facile de voir cette représentation dans le disque? Oui. Dans le disque, si vous êtes dans le disque, par exemple, je peux avoir ça. Il s'agit d'avoir ça. Et ça, par exemple. Ça, c'est un diamètre. Oui, c'est une droite simplement que je représente. Une droite peut être, c'est soit, comment on l'appelle encore, c'est soit un demi-cercle ou bien un diamètre. Donc l'essentiel, cette droite-là n'est pas parallèle à ces deux droites-là. Ces deux droites-là, ils se coupent quelque part et ces deux-là ne se coupent pas. Oui. Donc si vous tracez un diamètre aussi, ça va marcher. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une surface hyperbolique donc? Une surface hyperbolique, maintenant, c'est une surface topologique qui est modélée maintenant sur le demi-plan de point carré. Donc, le point carré, avec la métrique, modélé sur le demi-plan de point carré, on a une surface hyperbolique. Une surface, je parlais donc d'une surface totalement géodésique, c'est une surface donc, avec bord. Donc là-bas, j'ai défini sans bord, et là, c'est à bord. Donc, c'est une surface à bord. Alors, donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir une surface hyperbolique en tant que surface topologique peut être de type fini comme de type infini. Ça dépend du groupe fondamental. Donc, le groupe fondamental de la surface, si le groupe fondamental de la surface est fini, c'est une surface de type fini. Si le groupe fondamental comment on l'appelle encore? Si c'est une surface donc topologique de type fini, c'est de type fini ici. Si c'est de type infini, c'est de type infini. Alors maintenant, comment arriver maintenant à construire des surfaces? Le premier théorème, donc c'est avec les surfaces sans bord, c'est le premier théorème d'uniformisation. Ici, il y en a deux théorèmes d'uniformisation. Si je prends maintenant une surface hyperbolique complète, je rappelle ici que complète veut dire simplement que, en fait, quand on se donne un segment géodésique, on peut prolonger ça de manière infinie. On peut prolonger de manière infinie. Et ça équivaut à dire que, en fait, la distance que je viens de définir, en tant que variété en tant qu'espace métrique, c'est un espace métrique complet. C'est équivalent. Donc, une surface hyperbolique qui est complète, c'est le quotient de H par un groupe discret. C'est le quotient de H par un groupe discret. Quotient de H ou de D. Une surface maintenant à bord, donc ça veut dire donc quoi? Il existe ce C-là, tel que je peux l'écrire sous cette forme-là. Je reviendrai sur ce C-là parce que c'est fondamental. En fait, la preuve, je ne le ferai pas parce que la preuve, c'est assez long. Il faut donc qu'on avance ici. Quand je prends maintenant, quelle est la distance que je mets sur une surface? C'est cette distance-là. Cette distance-là où je dis que donc, les x, y, ils sont dans... Donc, le pi c'est quoi? Le pi, c'est la projection, donc. Le pi, c'est h que je projette h sur gamma. Donc, c'est ça le pi. Une géodésique de sigma, c'est d'arriver à avoir un relevé et pour lequel on a alpha, c'est égal à pi de alpha tilde. C'est ça ce qu'on appelle une géodésique. Alors, donc, d'après les théorèmes d'uniformisation là, avoir une surface hyperbolique, c'est avoir un groupe discret. Donc, lorsque je veux avoir une surface hyperbolique, il suffit de considérer un groupe. Et ce groupe-là, qui est discret, on l'appelle un groupe foxien. C'est le nom qu'on lui donne.
Alors, dans la suite maintenant, je vais faire même une autre restriction, mais dans un premier temps, dans la suite que je vais considérer que des groupes sans torsion. Parce que je ne veux pas de singularité, je veux que tout soit lisse. Puisqu'on veut que tout soit lisse, je vire donc les éléments elliptiques. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure, je vire les éléments elliptiques et ils me resteront simplement, d'après la classification qu'on vient de faire, il restera simplement les isométries hyperboliques et les isométries paraboliques. Je rappelle que l'isométrie hyperbolique, ça fixe 2 points sur le bord et l'isométrie comment on l'appelle, parabolique, ça fixe un seul point. Comment on l'appelle encore? L'isométrie hyperbolique, quand on le prend, il fixe globalement une géodésique. La géodésique, c'est les extrémités qu'il fixe. Donc, si je prends un gamma qui est une isométrie hyperbolique, il fixe 2 points que je note gamma moins 1 et gamma plus 1. Ceci, ça donne une géodésique. Et la géodésique que j'obtiens ici, il est fixé globalement par gamma. Et on l'appellera l'axe de l'isométrie. On l'appelle l'axe de l'isométrie. Ce qu'on appelle donc l'axe d'une isométrie hyperbolique, c'est ça. Alors, autre chose aussi, un autre commentaire qu'on peut faire, les isométries, on pouvait les classer par rapport au nombre de points, fixes. Je ne l'ai pas, je suis allé très rapidement, mais comme c'est dans le cas euclidien, avec les isométries euclidiennes, si comment on l'appelle encore, si j'ai une isométrie, l'isométrie, on peut l'écrire sous la forme de la composée d'inversion. Donc, comment on l'appelle encore, en euclidien, on parlera donc de symétrie. On l'écrit par rapport à la notion de symétrie. Donc, si j'ai, comment on l'appelle encore, une isométrie qui s'écrit sous la forme de R1, comment on l'appelle encore, plutôt, réflexion de S1 rond S2, avec S1 et S2, où les axes des réflexions sont 50, on obtient une rotation. C'est exactement le cas en hyperbolique. Donc en hyperbolique aussi, si le nombre de réflexions est pair, l'isométrie est positive. Si le nombre de réflexions est impair, l'isométrie est négative. Et si on prend une isométrie donc positive comme ça, si l'isométrie s'écrit sous la forme de 2 réflexions avec des droites qui sont ultra parallèles, on obtient une isométrie hyperbolique. Si c'est la réflexion par rapport à 2 droites qui sont 50, on obtient une elliptique. Et si la réflexion, c'est par rapport à 2, vous voyez donc l'importance des positions relatives de ces droites-là. Si c'est ce cas-là, si c'est la réflexion par rapport à ces 2 droites-là, c'est parabolique. Et si c'est la réflexion par rapport à 2 droites qui sont comme ça, c'est elliptique. Dans le cas parabolique, l'unique point fixe dans le bord, c'est le point d'intersection? Oui, c'est ça le point d'intersection qui est le point fixe, l'unique point fixe de l'isométrie parabolique. Et là aussi, c'est l'unique point fixe de l'isométrie elliptique. Tu as dit qu'on ne l'appelle jamais? Oui, intersection dans le sens où euclidien, donc euclidien, ou dans le sens visuel. Euclidien. Et puis, c'est vrai que j'avais compactifié mon H et pour pouvoir travailler sur le bord. Alors. Et tout à l'heure, tu as parlé de positive et négative l'isométrie. Oui, l'isométrie, je dis comme en euclidien, si le nombre de réflexions qui entrent dans la décomposition, c'est pair, c'est positif. Si le nombre d'isométrie, c'est impair, c'est négatif.
Dans le cas hyperbolique aussi, c'est pareil. Dans le cas euclidien comme dans le cas hyperbolique. Donc, si je fais, tout à l'heure, j'ai écrit des réflexions, je pense très bien, il y a des réflexions que j'ai utilisées tout à l'heure. Alors, en donnant des exemples, aujourd'hui, ça c'est donc une réflexion par rapport à un cercle. Ça, ce que vous voyez là, ça c'est une réflexion par rapport à une droite verticale. Donc si le nombre de réflexions qu'on fait, c'est pair, ça détermine si c'est positif. Par exemple, en savant, par exemple, dans le cas hyperbolique, oui. si on prend un élément, ça laisse invariant l'axe. Oui. Maintenant, en connaissant, par exemple, sur l'axe, l'isométrie, c'est juste une translation. C'est juste une translation. Et dans ce cas, est-ce qu'on peut savoir à partir de la translation Non, si je fais une réflexion par rapport à voilà ce que j'obtiens. Les gamma moins 1 et gamma plus, c'est ça. Et donc les réflexions, c'est par rapport à ces droites-là, si vous voulez. D'accord. Oui, c'est par rapport à ces droites-là. Mais gamma, quand tu laisses invariant l'axe, mais c'est une translation. Oui, gamma agit par translation sur cet axe-là. Ça agit par translation sur cet axe. Alors j'étais où? Voilà. Alors j'ai défini ce que c'est. Maintenant, je reviens sur les polygones. Donc, un groupe, pour étudier la géométrie des groupes foxiens, le premier objet que l'on considère, c'est ce qu'on appelle un domaine fondamental. Donc, dans ma présentation, je vais parler simplement de polygone fondamental, pas domaine fondamental, qui est plus vaste. Un polygone fondamental, c'est ça. Donc, un polygone fondamental, c'est un polygone d'H qui pave donc H. Donc, c'est un pavage qu'on fait, P permet de paver donc H. Donc, on a un polygone fondamental. Donc, c'est comme un carrelage. Donc, deux carreaux ne se superposent pas. Donc, la deuxième condition, c'est de dire que les deux carreaux ne se superposent pas. Quand on a deux carreaux, ils sont adjacents comme ça. Alors, des exemples de domaine fondamental, et cette partie-là, Aziz va nous parler plus sur cette partie-là. Je le définis simplement pour donner des exemples, pour dire que vraiment pour un groupe foxien, pour chaque groupe foxien que l'on prend, quel que soit le groupe foxien que l'on prend, il existe un domaine fondamental pour ce groupe foxien-là. Donc, il y a ce qu'on appelle d'abord les domaines de Dirichlet. Donc, je vous laisserai avec Aziz, il vous parlera de domaine de Dirichlet et il parlera exactement ce que c'est qu'un domaine de Dirichlet. Donc, ça, c'est un exemple. Sauf que je ne vais pas considérer peut-être ce que je vais écrire, je ne les appellerai pas. Comment on l'appelle encore? Domaine de Dirichlet. Alors, qu'est-ce que c'est que maintenant un groupe géométriquement fini? Un groupe géométriquement fini, c'est un groupe foxien qui admet un domaine fondamental dont le nombre de côtés est fini. C'est ça un groupe géométriquement fini. Un groupe foxien géométriquement fini, c'est un groupe foxien qui admet un domaine fondamental ayant un nombre fini de côtés. Un polygone, oui. Un polygone fondamental, plutôt un domaine. Un polygone fondamental ayant un nombre fini de côtés. Avec ce que Bakary t'avait dit tout à l'heure, un groupe géométriquement fini, c'est que le pi1 est de type fini. Et donc là, c'est une autre définition. Donc c'est pour ça que... Non, ce n'est pas une autre définition, c'est différent. Non, mais je dis, c'est pas Je définis la notion de groupe de type fini ou infini qui se définit par rapport au domaine fondamental, au groupe fondamental. Groupe fondamental. Excusez-moi, si je dis, c'est un lapsus qui vient par rapport au groupe fondamental. Type fini, type infini, c'est par rapport au groupe fondamental. Et là, je considère une surface topologique.
Quelle que soit la surface topologique, il n'y a pas de métrique. Je peux parler de surface de type fini et de type infini, quelle que soit la surface topologique. Maintenant, lorsque je mets la métrique, j'ai des surfaces hyperboliques. Ces surfaces hyperboliques-là, les définir, c'est parler du groupe fondamental. Et parler du groupe fondamental, le premier objet que j'ai défini, c'est le polygone fondamental. Et lorsque le polygone fondamental a un nombre fini de côtés, on dira que le groupe est géométriquement fini. Et en dimension supérieure, les définitions sont les mêmes en dimension supérieure. Lorsque je suis sur H3, je ne veux pas faire de digression. Lorsque je suis sur H3, les définitions restent les mêmes. Les définitions restent les mêmes en dimension supérieure. Lorsque maintenant on est sur H2, la proposition là nous dit qu'un groupe de type fini est un groupe géométriquement fini. En dimension supérieure, ce n'est pas vérifié. Tu peux revenir sur l'autre diapo où tu définis le polygone fondamental. C'est bon. Je peux avancer. Donc, lorsque nous sommes en dimension supérieure, ces deux notions-là sont distinctes. Maintenant, lorsque nous sommes en dimension 2, les deux, c'est exactement les mêmes. Monsieur, quand vous prenez juste une surface, Oui. tu peux avoir, je vais utiliser le mot domaine fondamental dans le recouvrement universel. Oui. Mais dans ce domaine fondamental aussi, est-ce que ça ne permet pas de déterminer si c'est fini ou infini? Le domaine fondamental pour une comment on l'appelle encore, pour un quelconque. Quelconque surface. Oui. 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 Par exemple, tu peux trouver un domaine fondamental toujours dans le recouvrement universel. Oui. Et à partir du domaine fondamental, est-ce qu'on peut savoir si c'est fini ou infini? Pas topologique, juste pas géométrique. Pas géométrique, pas topologique. Ça, je ne peux pas vous répondre. Si, par exemple, vous êtes sur une surface quelconque. Oui. Je peux toujours trouver un domaine fondamental. La propriété oui, d'un groupe fondamental. Oui. Oui, oui. Les éléments du groupe fondamental agissent comme des transformations de deck. Oui, 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 oui. Et dans ce cas, est-ce qu'on peut savoir si c'est fini ou pas? J'imagine que c'est un polygone à nombre infini de deux côtés. J'imagine que la seule chose que tu peux faire, c'est avoir un nombre infini. Peut-être, oui. Oui, parce que le domaine fondamental, c'est toujours un polygone avec, je ne sais pas. Oui, je n'ai pas. En fait, oui, mais en fait, la question que je me pose, si vous n'êtes pas. En dimension 2, c'est le volumétrique. Il y a une caractérisation des groupes géométriquement finis en dimension 2. Alors, donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un. Oui, peut-être qu'on pourra en discuter, mais je ne peux pas donner une réponse tout de suite. Alors maintenant, pour poursuivre donc l'analyse de la géométrie des groupes foxiens, un groupe foxien, c'est un groupe, il est foxien si et seulement s'il agit de manière proprement discontinue sur H. Et ça permet de définir ce qu'on appelle un domaine, l'ensemble limite. Donc, puisque une orbite ne s'accumule pas à l'intérieur de H parce que ça agit de manière proprement discontinue, en fait, donc, quand je prends une orbite donnée, j'ai vidé donc les elliptiques, il n'y a qu'une possibilité que les points d'accumulation de cette orbite-là soient sur le bord à l'infini. Donc, on définit l'ensemble limite d'un groupe foxien comme étant l'adhérence de Z inter le bord, c'est ça que l'on appelle un ensemble limite d'un groupe foxien. Et pour un ensemble limite d'un groupe foxien, donc, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que trois possibilités.
soit le cardinal de l'ensemble limite, c'est soit 0 élément, c'est dans le cas où on a un groupe cyclique elliptique. Donc, le gamma là ne contient que des elliptiques, et c'est cyclique. Ou bien on a un groupe où c'est un seul point, ou bien on a un groupe où c'est 2 points. Sinon, pour tout le reste, c'est un nombre infini de points. Et nous allons nous intéresser à ce dernier cas-là, parce que c'est ce dernier cas-là. Est-ce qu'il y a une condition sur gamma qui fait que tu peux avoir une topologie qui est sur le limite 7, sur l'ensemble limite? Une condition, oui, la condition, c'est qu'on sait que si ce gamma-là, il est engendré par une isométrie elliptique, donc dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul point. Mais je veux dire sur le dernier cas. Non élémentaire. Non élémentaire, il suffit d'avoir, je pense Aziz, il va le développer, il suffit simplement d'avoir deux isométries elliptiques, plutôt hyperboliques, qui n'ont pas les mêmes points fixes. Deux isométries elliptiques, hyperboliques plutôt, excusez-moi, hyperboliques, gamma 1 et gamma 2, qui n'ont pas les mêmes points fixes. Et la caractérisation, c'est que tout groupe non élémentaire, c'est ça qu'on appelle un groupe non élémentaire. Tous ces groupes-là, dont l'ensemble limite est non élémentaire, c'est non élémentaire, ce groupe-là contient forcément deux isométries hyperboliques qui n'ont pas les mêmes, qui ne fixent pas les mêmes points. Dans ce cas, Ouais. et l'action du groupe Sur le bord. Oui. Oui. Tu connais quelque chose sur... Oui, absolument. C'est-à-dire que sur cet ensemble-là, c'est un cantor. Excusez-moi, c'est un fermé qui est gamma invariant. C'est un cantor. Hein? Soit gamma. Gamma, c'est un... Soit c'est tout, soit c'est un cantor. Oui, d'accord, j'arrive là. Mais d'abord, dans un premier temps, je veux parler... de... Ah. Soit c'est tout, soit c'est pas. C'est tout, c'est cantor. Alors, c'est pourquoi j'ai commencé à lui dire que c'est un fermé. Topologiquement, c'est un fermé. Et donc, maintenant, comme ils disent, c'est soit tout, soit c'est un cantor. Soit c'est tout, soit c'est un cantor. Et dans le cas, maintenant, comme j'ai dit, on l'appelle élémentaire dans le cas où il y a au plus 2 points. Et dans le cas où il y a plus de 2 points, c'est forcément un nombre infini de points. Alors, il est dit non élémentaire. Et donc, dans la suite, nous allons nous restreindre. Non, je n'étais pas. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je viens de l'afficher. Je viens de l'afficher. Je viens de l'afficher. C'est pas grave. Je viens de l'afficher et Jean-François a donné la réponse avant que je l'affiche. Non, c'est pas grave. Vous êtes allé beaucoup plus loin que... Alors, je vais me dépêcher parce qu'il me semble qu'il est l'heure. Alors, d'accord, tu me feras signe à chaque fois. Alors, donc, je considère le plus important de ce que nous allons faire, c'est de considérer lorsque nous sommes dans un cas où il n'y a pas, ce n'est pas tout. C'est c'est un cantor. Et lorsqu'on n'est pas, ce n'est pas un cantor, on a la possibilité, le complémentaire sur le bord, c'est une réunion dénombrable d'intervalles. C'est une réunion dénombrable d'intervalles. Et ça nous permet maintenant de définir cet objet-là, que l'on appelle la région de Nielsen. Et la région de Nielsen n'est rien d'autre que donc, ici, je le définis comme ça, mais c'est exactement, comment on l'appelle encore, l'enveloppe convexe de l'ensemble limite. C'est l'enveloppe convexe de l'ensemble. Et le C dont je parlais tout à l'heure, c'est équivaut à ce C-là, où c'est, comment on l'appelle encore, c'est ce quotient-là. C'est l'enveloppe convexe donc. Alors, maintenant je vais parler d'exemples. Et je pense très bien que pour quelqu'un qui veut faire de la dynamique, c'est avoir sous la main beaucoup d'exemples
pour pouvoir tester certains résultats. Pour pouvoir tester certains résultats. C'est ce que peut-être Amadou, il est friand peut-être que des exemples. Il pouvait venir me donner les exemples, beaucoup d'exemples. Le premier exemple que je donne, c'est qu'est-ce que c'est qu'un cusp et qu'est-ce que c'est qu'un funnel. Je définis 3 objets qui sont assez importants. Un cusp, donc pour un cusp, son domaine fondamental, ça c'est un domaine fondamental naturel, mais je ne vais pas considérer tout. Donc ça c'est, je reviendrai sur cette droite-là, ça c'est on l'appelle horocycle, cette courbe-là. Et donc, si je projette cette surface-là à cette forme-là. Et ça, c'est ça que l'on appelle un cusp. Ça, c'est infini. Je sais pas comment. Ici, on est où? On est plus dans le demi-plan. Ça, c'est demi-plan. Mon P est là, mon polygone fondamental est là. Donc, je le projette maintenant. Donc, je fais le pi de... On est sur la, ça c'est la surface. Ça c'est la surface. Donc la surface c'est un cusp. Et lorsqu'on est dans ce cas-là, on prend un anneau. Et donc ça c'est la géodésique verticale. Je prends ça à la géodésique verticale. Comme je l'ai dessiné, indiqué là, le A il est plus grand que 1. Donc je fais 1 et je fais A. Donc ça c'est I. Et donc ça c'est IA. Donc, c'est ce domaine fondamental-là. Là aussi, je le projette. Si je le projette, j'obtiens une surface qui est de cette forme-là. Ça, c'est un cylindre hyperbolique. Donc, c'est un cylindre hyperbolique. Maintenant, si je prends la moitié, c'est ça que l'on appelle un funnel. Ou bien entonnoir. Je n'ai pas compris. Tu projettes sur quoi? Je n'arrive pas à voir. Alors, non, je considère toujours cette... Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Alors, quand je considère le polygone fondamental. Je vais dire que le polygone fondamental, ça passe H. Oui, c'est bon. Non, c'est pas grave. Pour le cas avec les casques, est-ce qu'on peut réfléchir comme les surfaces de Weil-Patterson métriques? Sauf que je ne connais pas ces surfaces-là. Wow, on va en parler peut-être. Alors, donc, le troisième cas, qui est moins familier à nous-mêmes, c'est ce cas-là que je ne dessinerai pas parce que je ne connais pas exactement la forme. Donc, le polygone fondamental, c'est simplement ça. Je prends un demi-plan. Donc, c'est ça. Alors là, bon, excusez-moi, c'est sur le demi-disque. Donc, je considère ça. Alors, donc, oui. Non, la demi-trompette, c'est pas ça. Le domaine fondamental, c'est ça. Oui, le domaine fondamental, c'est ça. Mais tu vois, le groupe fondamental, il va préserver le bord, donc c'est une géométrie hyperbolique, le groupe fondamental. Oui, mais sauf que ça ne sera pas comme ça. Sauf qu'il faut faire attention, ça ne sera pas comme ça. Ça, c'est le funnel que j'ai dessiné tout à l'heure. Le quotient, c'est ça? Le dessin, c'est le Hein? C'est pas un funnel. Justement, c'est ça qui est différent. Non, ça ne sera pas un funnel. En fait, en général, ce qu'on a, c'est que vous avez quelque chose comme ça. Si je dessine, vous avez là, la différence, vous avez ça, c'est une géodésique fermée. Oui, c'est une géodésique fermée. Tandis que là, en général, ce que vous avez, c'est une géodésique, le bord, c'est une géodésique ouverte. C'est une géodésique ouverte que vous avez. Je ne comprends pas de quoi tu parles, en fait, parce que je suis un peu perdu. Pour de ça. Ton dessin, c'est ça. Ça, tu veux prendre le quotient par la stabilisation. Ça, par exemple, oui. Je comprends pas ce qu'on dit, en fait.
quoi tes hypothèses? Mes hypothèses, c'est ça. C'est-à-dire que je le définis comme ça. Je prends, par exemple, le polygone que je prends. Ici, les deux polygones, le polygone que je prends, c'est un polygone. Ah, mais tu ne prends pas le quotient, tu prends juste le raison universel. Non, je prends le quotient. Tu prends le quotient, tu as un Fresnel. C'est asymptotiquement une Fresnel, mais ce n'est pas un Fresnel. Je reviendrai. Bon, peut-être que. Laissez-moi continuer, mais ce n'est pas un Fresnel. C'est asymptotiquement un Fresnel, mais ce n'est pas un Fresnel. On l'appelle un disque de. Comment on l'appelle encore? Un demi-espace hyperbolique. Un demi-espace hyperbolique où en général le bord c'est une géodésique ouverte, pas une géodésique fermée. Et c'est tout le problème. Je reviens. Il y a un théorème assez fort d'Alvarez qui permet maintenant de dire que toute une surface. Oui. Excusez-moi, je suis obligé d'aller un peu vite que prévu. Peut-être qu'il me reste le groupe de Schottky. Le groupe de Schottky, en fait, je vais un peu sauter pour venir ce que c'est qu'un pantalon hyperbolique. Hein? Tu n'es pas obligé de sauter. Oui, mais sinon, le problème, nous sommes d'accord. Soit c'est ça, soit je peux avoir ça. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire, ça c'est une possibilité. Ça c'est une surface. Donc, je prends un pantalon topologique, je mets une métrique. Un pantalon topologique que j'ai défini, je mets une métrique hyperbolique, j'obtiens un pantalon géométrique. La seule différence, c'est que c'est simplement, c'est la métrique où les bords, maintenant, c'est des géodésiques. Les bords de mon pantalon, ce sont des géodésiques. Et j'ai la possibilité d'avoir soit donc un cusp ou deux cusps dans mon cas, ou bien là, je peux l'augmenter pour avoir donc des fenêtres. Donc, le pantalon à bord, ce n'est pas une surface complète. Comment dirais-je, on ajoute donc les fenêtres pour que ça soit complet. Alors, une flûte. Une flûte, maintenant, je vais définir ce que c'est qu'une flûte topologique. Une flûte, cette flûte-là, si je mets comment on l'appelle encore? Je mets une métrique hyperbolique, j'obtiens donc une flûte hyperbolique. Mais d'une manière générale, une flûte. Comment je considère une flûte? Une flûte, pour construire une flûte, donc, il y a une manière très simple qui nous donne un certain type de flûte, mais ce type de flûte-là, nous l'appellerons flûte non tordue. C'est des flûtes non tordues. Flûte non tordue dans le sens où, si je prends, comme j'ai dit tout à l'heure, des identifications avec des cercles qui sont symétriques par rapport, ils ne sont pas, qui sont symétriques, ou bien un cercle ce cercle-là, il est envoyé sur ce cercle-là, donc j'obtiens une isométrie hyperbolique. Comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, une isométrie hyperbolique, gamma 1 moins et gamma 1 plus. Je construis donc de ce côté-là, de manière infinie, des demi-cercles, et je considère leur symétrique. Donc, si je considère leur symétrique, donc j'obtiens d'autres cercles, d'autres identifications. Ça, c'est gamma 1, gamma 2 qui sont hyperboliques. Je peux même m'autoriser à faire comment on l'appelle encore, des cercles qui sont tangentes. Les cercles qui sont tangentes, ça me donne comment on l'appelle encore, son symétrique que j'appelle T1. Alors, le groupe gamma qui est engendré par ces gamma 1-là, par ces gamma I-là et les TI, ça c'est un groupe foxien. Et ce groupe foxien-là nous permet
d'avoir une surface qui est comme ça. Avec ça qui sont des funnels, soit des funnels ou bien des cuspes. Dans le cas où c'est des isométries, paraboliques que nous avons des funnels ici. Et dans le cas où c'est disjoint, nous avons des funnels et l'autre, ça nous donne des cuspes. Ça donne ce genre de surface-là qui est géométriquement, qui est topologiquement une flûte topologique. Hein? Ça, c'est le domaine fondamental, ce qui est en haut. Ah si? Ce que j'ai dessiné lorsque je prends deux cercles qui sont tangentes. Bon, j'ai vite fait, hein? Non, c'est le pont. Bon, si je dessine comme ça, oui, mais... Oui, ce que je veux dire, c'est que si je fais comme ça, si je m'autorise, par exemple, à faire comme ça, vous voyez, et là, je m'autorise à faire ça, donc je l'envoie par l'intermédiaire donc d'un comment on l'appelle encore, d'une isométrie parabolique. Je peux m'autoriser à faire des isométries paraboliques. Non, une isométrie parabolique n'a pas d'axe. Je prends ça, je prends les deux là, je les envoie ici. N'est-ce pas? Je fais la symétrie. D'abord, j'avais un T ici, si vous voulez. D'accord, vous voyez. Alors, donc, j'ai ça. Donc, mais ça, ce ne sont pas les seuls fluides. Parce que les fluides là, si vous remarquez bien, comme je l'ai dessiné, ce sont des fluides où les axes, si c'est des axes, les axes sont perpendiculaires à cette droite-là, à la droite, comment dirais-je, à l'axe des imaginaires. C'est perpendiculaire à des axes des imaginaires. Mais d'une manière générale, on définit ce qu'on appelle la notion et ça, c'est la première construction, c'est la construction de base médiane. De ce que j'appelle axe emboîté. Les axes emboîtés, c'est de dire que donc j'ai un axe ici d'une isométrie hyperbolique, donc Ln, et j'ai une autre axe ici, Ln-1, et Ln plus 1. Je considère donc, parce que j'ai omis de le dire, quand on a deux géodésiques qui sont ultra parallèles, il existe une unique perpendiculaire aux deux géodésiques. Donc je considère donc la perpendiculaire, parce que la perpendiculaire, ici la perpendiculaire, l'orthogonale, il y a une orthogonale commune. Là, on a la possibilité d'avoir des orthogonales qui ne sont pas forcément l'orthogonale commune. Ce qui fait que ça nous donne un deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, c'est de dire que, en fait, au lieu de faire ça, j'ai la distance d'abord entre les deux, entre la distance donc hyperbolique entre Ln et Ln-1, que j'appelle Dn. J'ai aussi la distance entre ces deux points-là. La distance entre ces deux points-là que je vais appeler Tn. Donc, on a ça. Là-bas, le Tn, c'est égal à 0. Donc, on a ce couple-là, Dn, Tn. Et d'une manière générale, lorsqu'on se donne Dn, Tn, n positif, on donne une famille quelconque comme ça, on obtient une flûte. Donc, une flûte, c'est la donnée d'une famille quelconque comme ça. Si Tn est égal à 0, partout, si Tn est égal à 0, on obtient ça. Si Tn est différent, on dira qu'on a une flûte avec un twist
autrement dit, on fait un recollement, mais le recollement que l'on fait, on ne fait pas un recollement sur les orthogonales communes. Donc on a deux pantalons comme ça. On va faire le recollement de ces deux pantalons-là. Ça, c'est les orthogonales. Mais ce point-là, base-là, je peux le coller ici. Ce qui fait qu'il y a un certain angle de recollement. Il y a un certain angle de recollement, ce qui fait que c'est le twist. Alors, bon, c'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure. Je l'ai fait en disant que, donc, si on a une surface, on peut faire ça. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un recollement? Ça, c'est définir un recollement de deux surfaces. Ce qu'on appelle un recollement de deux surfaces. Le document, c'est là, disponible pour tout. Il y a certains trucs que je dois enlever simplement et les mettre à la disposition de tout le monde. Le premier théorème maintenant, parce que si ceux qui connaissent très bien les surfaces topologiques, compactes, avec bord ou sans bord, il y a une classification des surfaces. Ça, c'est la classification des surfaces maintenant, avec ce qu'on appelle des bouts. Alors, pour revenir ici, alors comment on l'appelle encore? Si on prend une surface quelconque, il y a ce qu'on appelle des bouts infinis et des bouts, comment on l'appelle encore? Finis. Un cusp, un funnel, c'est des bouts finis. Tout le reste, c'est des bouts infinis. La surface dont je parlais tout à l'heure, le demi-plan, qui est asymptotique, c'est un bout infini, qu'on ne voit que dans des surfaces géométriquement infinies. Donc les surfaces géométriquement infinies, ils ont cette complexité-là de faire apparaître des bouts qui ne sont ni des funnels, ni des cusps. Et il y a des bouts que l'on peut voir, des bouts qu'on ne voit pas. Donc tout ça, peut-être qu'on aura la possibilité autour des déjeuners d'en discuter. Donc ça, c'est le théorème de classification. Alors, un théorème de complétude. Je n'ai pas compris, c'est quoi entre là? Ah oui, oui. Non, c'est pas vers l'écran qu'il faut pointer. C'est pas en cinéma, Voilà. Alors ça, c'est l'ensemble des bouts. Malheureusement, je n'ai pas le temps de définir ce que c'est qu'un bout. Ça c'est l'ensemble des bouts. Alors, ça, c'est l'ensemble des bouts non planaires. Non planaires, cela veut dire que sur le bout, il existe un nombre infini de genres. Le genre est infini. Si le genre est infini, donc, vous savez que quand on a une surface, comment on l'appelle la corde, géométriquement finie, on classifie la surface par rapport au genre, les bords qui nous permettent de faire la classification. Quand on est dans une surface géométriquement infinie, ce qui nous permet de faire la classification, c'est en plus, donc, on a d'autres bouts qui nous avec ça, on fait la classification donc, avec ce qu'on appelle les bouts non planaires. Ce sont les bouts non planaires avec un nombre infini de trucs. Alors, ça, c'est le théorème pour terminer avec les surfaces. On aura le temps, donc, ceux qui veulent discuter autour des surfaces géométriquement infinies, de parler plus de ça. Il y a ce qu'on appelle donc cet théorème-là de complétude, qui dit que quand on a une surface géométriquement infinie, surtout quand on fait un recollement, ce n'est pas forcément complet. Si je fais un recollement d'un nombre infini de pantalons, ce n'est pas forcément une surface complète. Donc, pour que ça soit complète, il faut éventuellement ajouter des fenêtres ou bien ces demi-plans-là, qui ne sont pas des fenêtres, qui sont asymptotiquement des fenêtres, mais qui sont... Ouais. Alors, ça, c'est des noms. C'est des noms pour la littérature. Malheureusement, je n'ai pas
c'est des noms pour la littérature. Je peux, si je ne sais pas, je ne sais pas quel est le temps que je dispose. D'accord. Donc je dessine un peu. Je dessine un peu pour montrer que c'est certaines surfaces. Alors, le premier surface que je vais définir, c'est comme ça que je le dessine. Alors, c'est comme si je suis en quelque sorte de considérer, tout le monde sait ici comment on obtient le triadique de Cantor. C'est en quelque sorte ça. Bon, ça continue, hein? C'est comme le triadique de Cantor. Et cette surface-là, on l'appellera, je vais faire un peu comme Hadim tout à l'heure, parce que je ne connais pas le nom en français, c'est Cantor tree. Peut-être comment traduire ça, c'est Cantor tree. L'arbre de Cantor. L'arbre de Cantor, s'il vous plaît. Hadim a peut-être une raison valable de ne pas savoir. Tout à fait. Il n'a pas les mêmes raisons. Aucune raison. Aucune raison de ne pas savoir. Ok, peut-être je suis d'accord. D'accord. Donc, excuse-moi, je n'ai pas dit ça. Cantor tree, donc l'arbre de Cantor. Alors, quand je mets donc sur cet arbre de Cantor-là, donc ici, il n'y a pas de genre, je mets du genre, donc je mets des trous longs ici. Je mets des trous un peu partout, comme je l'ai dit. J'obtiens une autre surface que l'on appelle blooming Cantor tree. C'est blooming Cantor. Peut-être que vous allez... oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. Si on va sur... Ah oui, l'article de Gis que je vois. Oui, d'accord. D'accord. Est-ce que le mot prix vient du fait que les points d'accumulation de la commune, c'est un arbre, le bord, ou bien... Je ne sais pas. Ça ressemble à un arbre. C'est un arbre avec des branches, mais ce n'est pas forcément un arbre. C'est sûrement pas un arbre. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de flûte, mais vous voyez que sur le début, il y a un bord. Sur les deux bords, donc, je vais comme ça, et je mets des trous comme ça. Donc, c'est deux côtés infinis, donc deux bouts infinis. Ça, on l'appelle Jacob. Jacob sur les deux. L'escalier de Jacob, donc. Donc, ça aussi, c'est une autre surface géométriquement infinie. Et le dernier, c'est ça, je connais peut-être que le nom, c'est le monstre de Ness. Donc, ce qu'il faut retenir, dès qu'une surface a un nombre infini de genres, dès que le genre est infini, c'est une surface géométriquement infinie. Hein? Oui, infini.
la présence d'un bout infini dit exactement c'est une surface géométriquement infinie. Une surface géométriquement finie, il n'y a que des bouts finis. Il n'y a que des cusps ou des fenêtres. Mais il ne peut pas y avoir un autre type de bout. Donc ça, c'est... Je lock Ness Monster. Alors donc ça, ce sont des surfaces. Bon, donc il y a toute une littérature sur ces surfaces-là avec des références que vous voyez, des références même que certains, je ne les ai pas lues parce que juste là, je n'ai pas fouilleté vraiment. Donc, alors, maintenant, très rapidement, ça, je vais passer sur c'est la partie maintenant dynamique qui nous intéresse. Pour la partie dynamique qui nous intéresse, en fait, ce que j'appelle, un système dynamique, c'est un flot. C'est un flot. Pour moi, c'est un flot. Donc, pas système dynamique discret. X, c'est le point. Ah, E, c'est E. X, c'est E. Le flot sur E. Hein? Je ne voulais pas, j'ai changé sans pour autant changer tout. C'est le flot sur eux. C'est bon. Oui, c'est bon. Alors, ça, c'est le système, une orbite, c'est ça, ou une trajectoire. Très rapidement. Alors, tout à l'heure, Aoun a parlé de notion de récurrence. Nous allons nous intéresser aux notions de récurrence, à deux notions principalement, la notion de récurrence et la notion de minimalité. Et la minimalité va dominer donc le cours que nous allons faire le vendredi. Donc une trajectoire périodique, c'est une trajectoire qui est compacte. Donc c'est le premier exemple, c'est que la trajectoire, le point revient sur lui-même. Si le point revient sur lui-même, exactement, on a une trajectoire périodique, donc c'est compact. Donc les divergents, ça, c'est des trajectoires qui s'échappent à l'infini, c'est des trajectoires où on n'aura aucun contrôle. Et donc, la première notion de récurrence, c'est ces ensembles-là, l'ensemble alpha limite et l'ensemble oméga limite. Ce sont ces ensembles-là qui vont nous intéresser vraiment, parce que qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que contient ces ensembles-là. Et on dira donc qu'une orbite est récurrente si donc, le point est un point récurrent. Donc le point, l'ensemble des oméga là, le x il est dans le oméga phi, ou bien le x il est dans alpha limite. Dans l'ensemble alpha limite, on dira que c'est récurrent. C'est plus restrictif dans certaines littératures. Mais c'est comme ça que je le prends. Donc un point périodique est un point récurrent. Nous allons nous intéresser. Tout à l'heure, j'ai dit que les trajectoires divergentes, nous n'avons aucun contrôle. Et il y a cette notion-là qui est plus vaste que la notion de récurrence. C'est ce qu'on appelle les points non errants. Donc nous allons, la dynamique d'un flot se passera sur cet ensemble-là qui est l'ensemble non errant. Pour un flot quelconque, en particulier le flot que nous allons définir. Alors, donc, ça c'est des propriétés pour n'importe quel flot, ça c'est vérifié. L'ensemble alpha limite et l'ensemble oméga limite, c'est des parties fermées qui sont gamma invariants, donc. Hein? Par le flot. Ah oui, invariant par le flot, excusez-moi. Alors, nous allons donc, pour le reste du cours, nous intéresser, au lieu de X, donc c'est E, le fibré unitaire tangent d'une surface et le flot, que je note comme ça, HR, qui est le flot eurocyclique. Alors, qu'est-ce que c'est que le flot eurocyclique pour le définir, donc pour définir le fibré unitaire tangent? Le fibré unitaire tangent, donc, de l'ensemble de mon H, c'est ça, et je le munis de cette distance-là, ou bien d'une autre distance. Ça, c'est une distance, et ça aussi, c'est une distance. Ces deux distances-là sont équivalentes. Cette distance-là qui est obtenue par transport parallèle. Alors,
le PCl2 de R, donc, c'est homéomorphe au fibré tangent. Ça donne un autre point de vue, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de point de vue du flot orocyclique. Ça donne le point de vue groupe du flot orocyclique. D'abord, le flot géodésique, ça se définit comme ça, et de manière succincte. Oui. Oui, parce que là, il y a des notions intéressantes. Oui, je reviens en arrière. Ça dépend de vous si c'est trop rapide. Non, c'est pas la peine. Moi, je vais à mon rythme. Puisque je vais à mon rythme, je sais qu'il y a certains qui comprennent et d'autres qui comprennent. Je fais, il faut, vous êtes l'auditoire. Quand je fais très rapidement, vous me dites ce que. Hein? Oui, je suis d'accord. D'accord, c'est bon. Je peux avancer? Oui, y a-t-il une différence entre la seule unité et ce qui est Depuis l'espace topologique E et X. Peut-être. Oui. Est-ce que c'est pas mieux, comme il ne reste pas beaucoup Oui. de minutes, on leur donne la possibilité. Oui, c'est possible. C'est possible. En fait, là, qu'on puisse avoir 5 à 10 minutes de discussion vraiment. C'est possible. La seule chose que je crains, c'est que l'autre qui va intervenir en ligne, je l'avais promis d'arriver jusqu'au flot orocyclique, de définir le flot orocyclique avant qu'il puisse parler, lui, un certain nombre de notions. Oui, d'accord. C'est bon. Voilà. Donc, je vais définir la notion de flot géodésique. Alors, tout à l'heure, Khadim, je pense très bien qu'il en a parlé. Si on se donne, donc je me donne d'abord un élément donc, du fibré unitaire tangent de la surface, non, plutôt de H, je donne un élément du fibré unitaire tangent. Hein? Je l'appelle? Alors, à cet élément-là, il lui est associé un unique plutôt géodésique. Il y a une unique géodésique que je note les extrémités par V- et V+, et que j'oriente comme ça. Alors, lorsque maintenant comment on l'appelle encore, on paramétrise par unité de longueur. Lorsqu'on se déplace, donc on se balade ici, donc ce vecteur-là, je le bouge, ce vecteur-là, tangente toujours. Le long de cette géodésique-là, j'ai défini ce qu'on appelle, comment on l'appelle encore, le géodésique. Ça, cette distance-là, c'était le flot géodésique. Le flot géodésique, donc, GT de U, ou bien GT de V, avec ce V-là, ou V0, T0 vers 0, c'est égal à U. Donc, je définis ce qu'on appelle la notion de flot géodésique. Donc, le flot géodésique, je le définis comme ça. Ça, c'est un. De deux, si je prends un élément de mon groupe fockien, ça, c'est le groupe fockien. Cet élément-là, ça permet, on le voit plutôt avec, ça commute avec le flot géodésique. Et ça permet de descendre sur le quotient. Ça permet donc de descendre sur le quotient, comme je disais tout à l'heure, T1H. Le pi, je garde la même notation pi, c'est T1H sur gamma. Ici, il n'y a pas de problème, parce que mon groupe, c'est un groupe sans torsion. Donc ça, c'est égal au fibré unitaire tangent de la surface. Donc, ça me permet de définir, donc cette commutation-là me permet de définir le flot géodésique sur le fibré unitaire tangent de la surface. Et donc, sur le fibré unitaire tangent de la surface, je l'appelle GR simplement. Ici, je l'appelle
G tilde de R, le flot. Donc, qui se définit comme ça? Gt d'un U ou bien d'un V, donc d'un vecteur qui est là, un vecteur qui est là, d'un U qui est là, je prends simplement, c'est un pi de Gt tilde d'un relevé, donc de U'. C'est ça la définition donc, du flot orocyclique, du flot géodésique sur le fibré unitaire tangent donc de la surface. C'est comme ça que je le définis. C'est bon. Alors, c'est bon, Ahmed. Tu as un problème avec quel G? Le G, c'est le flot. Le fait, si vous voulez, le G là, c'est le flot. C'est bon. Hein? Alors, maintenant, si on a le flot maintenant orocyclique, après maintenant, vous pouvez poser des questions si vous voulez. Comme ça, j'ai défini la notion de flot orocyclique. Le flot orocyclique se définit de la même manière. Au lieu de considérer donc une géodésique, on va considérer ce qu'on appelle un orocycle. Mais qu'est-ce que c'est qu'un orocycle? Très rapidement, c'est défini ici, mais qu'est-ce que c'est qu'un orocycle? Un orocycle, qu'est-ce que c'est qu'un orocycle? Un orocycle, donc, comme je l'ai dit, c'est une courbe à courbure géodésique constante, puisque j'ai beaucoup de Riemanniens ici, et la courbure géodésique, c'est égal à 1. Pour une surface, pour les géodésiques, la courbure géodésique est égale à 0. Pour les orocycles, la courbure géodésique est égale à 1. Il existe un autre type de courbe que l'on appelle les hypercycles, dont la courbure maintenant est comprise entre comment on l'appelle encore, 0 et 1. Bon, une troisième et une quatrième qui sont les cercles, dont la courbure est plus grande que 1. Alors, un orocycle sur H, un orocycle c'est quoi? C'est soit un cercle tangent à R, ou bien c'est une droite horizontale, comme j'ai dessiné tout à l'heure. C'est soit une droite horizontale, donc heureusement ici, vous n'aurez pas de problème parce qu'Aziz va revenir sur ça demain. Dès demain, vous allez avec Aziz. Pour la bonne santé de tout le monde. Mais c'est le partage du job. C'est comme ça qu'on a partagé le job. Alors, donc ça c'est un cercle tangent à R. Et ça, c'est un cercle qui est horizontal, plutôt une droite qui est horizontale. Donc, un orocycle, c'est cette courbe-là, quand on l'étudie, donc quand on fait donc, une équation différentielle, on calcule, et c'est ça qu'on obtient. Soit un orocycle, c'est un cercle tangent, soit c'est une droite qui est horizontale. Et sur le disque maintenant, sur le disque, c'est ce qui s'intéresse au disque, peut-être comme Khadim. Oui, je vais définir le flot après. Un orocycle, c'est des cercles qui sont tangents, simplement. C'est ça un orocycle. Si maintenant la définition du flot orocyclique, on se donne un V, comme tout à l'heure, dans T1H. Ce V-là, ça définit deux orocycles. Ça définit deux orocycles. Parce que, comme je l'ai dit, vous avez un V, vous avez une géodésique, comme ça, V- et V+. Et vous avez deux orocycles. L'un, c'est un orocycle qui est centré sur le V+, et l'autre orocycle, c'est un orocycle qui passe toujours par ce point-là, donc, et qui est centré sur V-. Nous allons considérer, parce que l'étude c'est pareil, cet orocycle-là.
que j'appelle horocycle positif, ce qui est centré sur V+. La même définition que j'ai donnée tout à l'heure pour le flot horocyclique, c'est exactement la même définition. Au lieu de se translater le long d'une géodésique, on se translate le long d'un horocycle. Quand on a donc ce vecteur-là, on paramétrise par unité de longueur, et donc le vecteur que l'on obtient, perpendiculairement, toujours le vecteur, il est perpendiculaire à l'horocycle, ça nous permet donc de définir le flot horocyclique. Donc si je prends un vecteur, le vecteur U là, si ça c'est le vecteur V, V tilde, U tilde, U c'est simplement, il y a un T tel que U tilde est égal à V tilde, et ça donne le flot horocyclique sur le furet unitaire tangent du demi-plan de Poincaré. De la même manière que le flot horocyclique, le flot géodésique, ce qu'on fait, on utilise aussi la projection. La projection, donc, toujours T1H, que je projette T1H sur gamma, qui n'est rien d'autre que T1 sigma. Je prends un V tilde, je lui associe V, qui est P tilde de V. Et que j'ai toujours la commutation. Si je prends un gamma dans gamma, HT tilde de gamma, ça me donne gamma rond HT tilde. Et ça permet de faire quoi? Ça permet donc de définir le flot horocyclique. Et le flot horocyclique maintenant, sur T1 sigma, c'est comme ça, sur un T1 sigma, c'est comme ça que je le définis. Donc à un T donné, HT de V, ce n'est rien d'autre que pi de HT tilde de V tilde. Et ça permet de définir donc le flot horocyclique sur le furet unitaire tangent de la surface. Et c'est cet objet-là que nous allons étudier dans la suite pour regarder sa dynamique. Donc il y a deux points de vue, deux autres points de vue. L'autre point de vue, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais c'est un point de vue que je vais développer plutôt le vendredi. Celui qui va venir mercredi n'aura pas besoin de ce point de vue. Moi, j'ai besoin de ce point de vue-là pour faire mes démonstrations. C'est le point de vue linéaire, sauf que je vais parler de point de vue très rapidement du point de vue groupe. Parce que tout à l'heure, nous avons dit que le T1H, c'est PCL2 de R, donc c'est le groupe, et donc que je note G. Donc T1H sur gamma qui est égal à T1 de sigma, c'est le quotient G sur gamma. Et le flot horocyclique maintenant que je viens de définir, ça correspond à l'action du sous-groupe unipotent. Sous-groupe unipotent. Khadim, vous acquiescez, c'est peut-être que ce point de vue que vous connaissez. Je pense que c'est plus facile de définir comme ça. Ah non, je ne pense pas. Parce que ce que je vais faire, vous voyez que je vais quitter le monde, plutôt le point de vue géométrique qui me permet de faire beaucoup de choses, à un point de vue linéaire qui va permettre de faire des démonstrations, tandis que l'action linéaire, bon, quand on est dans un compact, peut-être, mais il faut... Alors, donc, si je prends ce groupe-là, oh, Khadim, par expérience, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, donc je fais l'action de G sur gamma, donc j'obtiens donc le flot horocyclique. Donc le flot horocyclique, donc je le définis, c'est l'action donc je devais dire je quotiente comme ça, donc à droite comme ça, j'obtiens donc le flot horocyclique. Donc c'est ça le flot horocyclique. Donc s'il y a des questions, donc c'est vrai que c'est rapide et que j'étais dans mon élément. Oui.